Le prochain crash ne fera pas chuter la bourse. Il a déjà commencé dans votre compte en banque. Et le pire, c'est que presque personne ne s'en rend compte. Depuis plusieurs années, tout monte. Actions, or, bitcoin. Les prix explosent, les valorisations deviennent délirantes. Et tout le monde se dit, ce n'est pas normal, ça va forcément craquer. Mais si le danger n'était pas sur les marchés? Et si c'était la monnaie elle-même qui craquait? Restez bien jusqu'à la fin, car ce qu'on prend pour une bulle est peut-être, en réalité, la bouée de sauvetage d'un système qui se noie. Pour comprendre le crash qui arrive, il faut revoir ce qu'on croit connaître. En 2000, c'était la bulle Internet. On investissait dans des sites web qui n'avaient même pas de site web. Une simple idée suffisait à lever des millions. Le problème? Pas d'infrastructure, pas d'utilisateurs, pas de profit. C'était une bulle de promesses, de coquilles vides. Puis en 2008, nouvelle illusion, l'immobilier. On prêtait de l'argent à des gens qui n'en avaient pas. Les banques ont transformé ces crédits pourris en bombes financières, en essayant de le camoufler pour les revendre au monde entier. D'ailleurs, pour tout comprendre sur le scandale de la crise des subprimes, The Big Short est un bon film pour mieux comprendre tout ça. Mortgage-backed securities, subprime loans, tranches. It's pretty confusing, right? Does it make you feel bored or stupid? Well, it's supposed to. Wall Street loves to use confusing terms to make you think only they can do what they do. Or even better, for you just to leave them the fuck alone. So here's Margot Robbie in a bubble bath to explain. Basically, Louis Ranieri's mortgage bonds were amazingly profitable for the big banks. They made billions and billions on their 2% fee they got for selling each of these bonds. But then they started running out of mortgages to put in them. After all, there are only so many homes and so many people with good enough jobs to buy them, right? So the banks started filling these bonds with riskier and riskier mortgages. Thank you, Banjo. That way, they can keep that profit machine churning, right? By the way, these risky mortgages are called subprime. So whenever you hear subprime, think shit. Our friend Michael Burry found out that these mortgage bonds that were supposedly 65% AAA were actually just mostly full of shit. So now he's going to short the bonds, which means to bet against. Got it? Okay. Et quand la musique s'est arrêtée, tout s'est effondré. Really, you're seeing just broad-based declines across all of the major technology sectors. Apple's under pressure, Yahoo down 8.5%, Cisco 6.5%. Deux bulles, deux logiques. Des actifs surévalués, une réalité qui rattrape les prix et un effondrement brutal et durable. C'était clair. Et aujourd'hui, beaucoup font un parallèle, mais ce n'est pas aussi simple. Regardez ce graphique, le Shiller Price to Earnings Ratio, qui compare le prix des actions aux bénéfices des entreprises. Ce ratio atteint des niveaux jamais vus depuis 2000. Cet autre indicateur, celui de Warren Buffett, compare la valeur totale du marché boursier d'un pays au PIB, lui aussi à son plus haut historique. En clair, les actions n'ont jamais été aussi chères par rapport à ce que les entreprises gagnent vraiment. Et les Magnificent Seven, Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta, Google, Tesla, ils pèsent désormais plus d'un tiers du SP500. Le prix du Bitcoin est multiplié par 5. L'or bat des records et l'immobilier reste inabordable, d'autant plus dans le contexte actuel de taux élevés. C'est un peu comme se réjouir de voir le thermomètre grimper, sans comprendre qu'on est en train de brûler de fièvre. Alors les gens se rassurent en se disant « c'est une bulle, ça va craquer ». Sauf que non, ce n'est plus la même histoire, ce n'est même plus la même physique. Certains disent « c'est la bulle de l'intelligence artificielle ». Mais cette fois, les géants de l'IA reposent sur quelque chose de bien réel. Les produits existent vraiment, les revenus aussi. L'infrastructure est solide, serveurs, data centers, utilisateurs. Ce n'est pas une bulle de promesses comme en 2000, ni une bulle de dette comme en 2008. Mais alors, qu'est-ce que c'est ? C'est une bulle de monnaie. Peut-être qu'on regarde simplement les graphiques à l'envers depuis des années, on voit monter tous les actifs. Mais en réalité, c'est la valeur du billet qui descend. Depuis 2020, les banques centrales ont créé des milliers de milliards. À chaque crise, même réflexe, imprimer. Et quand elles tentent de freiner, tout vacille. Retraite, fonds de pension, marché. Alors elles recommencent. Certains diront « Oui, mais on imprime depuis des années et tout va bien ». En apparence, oui. Mais chaque épisode de planche à billets crée une illusion de richesse à court terme et une dévaluation invisible à long terme. Résultat, les marchés montent,
Non pas parce qu'ils valent plus, mais parce que la monnaie vaut moins. Et surtout, c'est une fuite en avant. Un engrenage qu'on ne peut plus arrêter. L'histoire l'a déjà montré, de façon spectaculaire et dévastatrice. Et déjà à l'époque, presque personne n'avait compris ce qui se passait. Imaginez, on est en 1923 à Berlin. Jusqu'en 1914, l'Allemagne utilisait le mark or, une monnaie adossée à de l'or réel. Chaque billet représentait une quantité précise de métal. C'était une garantie. La valeur du papier reposait sur du tangible. Mais avec la Première Guerre mondiale, tout bascule. L'État suspend cette convertibilité et commence à imprimer massivement pour financer la guerre. Le lien avec l'or est rompu. La confiance, elle, commence à s'effriter. En 1923, les presses tournent à plein régime. Des montagnes de billets sortent chaque jour. L'Allemagne essaie de payer ses dettes avec du papier, et le mark s'effondre. $1 vaut d'abord 100 marks. Quelques mois plus tard, 4000 milliards. Un père reçoit son salaire le matin. À midi, il ne vaut déjà plus rien. Il court à la boulangerie avant que le prix du pain double. Et pendant qu'il voit son épargne fondre, son voisin, lui, a tout converti en or. Lui n'a rien perdu. Les journaux parlaient d'une bulle sur l'or. Mais ce n'était pas l'or qui montait, c'était la monnaie qui mourait. Et devinez quoi ? Il n'y a jamais eu de crash de l'or, juste des corrections sur la route vers l'infini. Et ce scénario s'est répété ailleurs, en Hongrie en 1946, où les prix doublaient toutes les 15 heures. En Yougoslavie dans les années 90, où on faisait ses courses avec des sacs de billets. À chaque fois, les gens croyaient voir des bulles spéculatives sur l'or. En réalité, c'était leur monnaie qui disparaissait. Vous voyez le parallèle ? Quand tout monte en même temps, l'immobilier, les actions, l'or, le bitcoin, ce n'est pas un signe de prospérité. C'est le signe que la monnaie fuit comme un seau d'eau troué. En 1971, alors que les États-Unis sont enlisés dans la guerre du Vietnam, Richard Nixon met fin à l'étalon or. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. Une décision présentée comme temporaire, mais le temporaire est devenu la norme. Il n'y a jamais eu de retour en arrière. Ce jour-là, tout a basculé. Le dollar n'était plus adossé à rien. Et depuis, on imprime. Encore et encore. Résultat, tout monte. Les actions, l'immobilier, l'or, Bitcoin. Et le cash, ils font. Weimar, c'était l'hyperinflation en 3 ans. Nous, on vit la même chose depuis 50 ans. Une inflation lente, silencieuse, cachée derrière la hausse des actifs. Une marée invisible de billets. Et la plupart des gens ne la voient pas passer. Parce qu'ils confondent prix qui monte et monnaie qui s'enfonce. Et pendant que la monnaie perd de la valeur, le monde commence à douter du dollar. De plus en plus de pays commercent sans lui. En yuan, en rouble, parfois en or et en crypto-monnaie. Chaque transaction hors dollar est un vote de défiance. Et quand la confiance disparaît, la monnaie suit. Ce vote de défiance se renforce. Les BRICS accélèrent leurs échanges en monnaie locale. La Chine achète de l'or à un rythme record tout en se séparant de ses obligations américaines. Et la Russie, l'Inde et même plusieurs pays africains testent des systèmes de paiement alternatifs. C'est une dédollarisation progressive. Et c'est la plus grande peur de Washington. Perdre le privilège d'imprimer la monnaie du monde et de pouvoir exporter son inflation hors des États-Unis. Le système repose sur une seule chose, la croyance que le billet vert est éternel. Et cette croyance commence à se fissurer. La dernière béquille pour soutenir le dollar américain, les stablecoins. Et au milieu de tout ça, la politique s'en mêle. Prenez Donald Trump, il menace la Chine de nouveaux tarifs. Les marchés plongent. Le lendemain, il déclare « C'est le bon moment pour acheter ». Il fait machine arrière et tout remonte. Une véritable comédie boursière. Et pendant qu'il bluffe, c'est votre portefeuille boursier qui sert de jeton de poker. Il est donc clair qu'il y aura des chutes, des secousses, de la panique, mais le grand crash que tout le monde attend, peut-être qu'il n'arrivera jamais. Parce qu'à chaque fois que ça tremble, les banques centrales impriment. Encore et encore. Comment ça marche ? La banque centrale crée de la monnaie à partir de rien, puis utilise cet argent pour racheter les dettes de l'État ou des banques, et soutenir les marchés financiers. En apparence, tout va bien. Les marchés se stabilisent, les taux restent bas. Mais en réalité, c'est juste de la création monétaire artificielle. Et le plus absurde, c'est que ce système contourne complètement le rôle normal de la Banque centrale. Depuis 1973, une loi, voulue par Pompidou, ancien de chez Rothschild, a interdit à l'État français d'emprunter directement à la Banque de France. Il doit donc passer par les marchés financiers et payer des intérêts sur l'argent qu'il aurait pu créer lui-même. Officiellement, c'était pour éviter l'inflation. Mais en pratique, cela a livré l'État à la finance privée. Et cette logique a été reprise plus tard par l'Europe. La BCE ne peut plus financer directement les États, mais elle rachète leurs dettes,
aux institutions financières qui les détiennent. Autrement dit, on n'a plus le droit d'imprimer pour financer l'État, mais on peut imprimer pour financer ceux qui lui prêtent. Les profits sont privés, mais les risques, publics. C'est un peu comme si un pays riche allait demander un crédit à sa propre banque et qu'on lui faisait payer le taux maximum. Avec tout ça, il faut comprendre que les marchés ne reflètent plus la réalité économique. Ils reflètent la peur collective de perdre la valeur du cash. Chaque hausse boursière est un cri silencieux. Sortez de la monnaie, vite! Et tant que cette peur existe, les prix continueront de grimper, même dans un monde en récession. Ce qu'on prend pour une bulle universelle est en réalité une fuite universelle, une fuite hors de la monnaie. Ce n'est pas une bulle d'actifs, c'est une crise de confiance dans la monnaie. Alors, comment se protéger ? Garder du cash aujourd'hui, c'est comme garder de l'eau dans un seau plein de trous. Chaque mois, il fuit un peu plus. Les seuls seaux étanches, ce sont les actifs qu'on ne peut pas imprimer. L'or, le bitcoin et les entreprises réelles qui génèrent des profits. Oui, il y aura de la volatilité. Mais dans un monde où tout se dévalue, ces actifs sont les dernières bouées. Certains diront, mais le cash, c'est plus sûr. Sûr, oui, tant que la monnaie tient. Un billet de 100 € reste un billet de 100 €. Mais la vraie question, c'est, que peut-on encore acheter avec ? Quand c'est la monnaie elle-même qui devient le risque, la sécurité change de camp. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut encore s'en protéger. Comprendre ce mécanisme, c'est déjà reprendre du pouvoir. Et c'est exactement ce que la majorité ne fera pas. Tout le monde attend le prochain crash. Mais le vrai crash, c'est celui de la monnaie. Comme dans les années 1920, les Allemands croyaient voir une bulle sur l'or. En réalité, c'était leur monnaie qui mourait. Aujourd'hui, beaucoup disent « tout est trop cher ». Mais ils oublient de se demander « cher, mesuré en quoi ?» Ce ne sont peut-être pas les prix qui sont fous. C'est la valeur du billet qu'on utilise pour les mesurer qui baisse follement. Alors la question n'est plus « quand aura lieu le prochain crash ?» La vraie question, c'est « combien de temps notre confiance peut-elle encore tenir ?» Parce qu'une monnaie comme l'euro ou le dollar, ce n'est que du papier, c'est une promesse. Mais comme disait Chirac, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Et les promesses finissent toujours par être rompues. Le prochain crash ne fera peut-être pas tomber la bourse. En tout cas, pas tant que les banques centrales soutiendront les marchés financiers en imprimant à tout va. Il fera tomber les illusions. Et il a déjà commencé dans votre compte en banque. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de la partager. Envoyez-la à une personne qui pense encore que les marchés sont sur le point de s'effondrer. C'est comme ça que les idées progressent. En attendant, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et si celle-ci vous a plu, allez voir cette autre vidéo où on vous prouve, à l'aide d'un simple burger, que vous vous appauvrissez depuis 30 ans.